13 novembre 2015. Plusieurs attaques terroristes ont lieu dans Paris. Le plan rouge multi-attentats est mis en place. Ces attaques, qui ont fait 137 morts et 416 blessés, sont revendiquées par l'État islamique. Qui sont ces terroristes, comment fonctionnent-ils et pourquoi s'en prennent-ils à des civils écartés des conflits ? On peut définir le terrorisme comme un mode d'action violent qui a pour motivation des idéaux politiques. Un acte terroriste est destiné à choquer, à blesser ou encore à tuer. Enfin, il y a une volonté de faire peur et de dominer par la panique, notamment en s'attaquant à n'importe qui, n'importe quand. Néanmoins, cette définition n'est ni unique ni universelle. Les acteurs évoluent sans cesse, ainsi que leurs moyens. En effet, alors que le terrorisme existe depuis bien longtemps, le mot a été inventé au XVIIIe siècle lors de la Terreur. Les révolutionnaires se qualifient alors eux-mêmes de terroristes et justifient la violence en affirmant qu'ils ne stopperont les anti-révolutionnaires qu'en leur faisant peur. Ainsi, on voit bien que le concept a largement évolué dans le temps et que contrairement à la Terreur, le terrorisme qualifie aujourd'hui les opposants à la République. Au XXe siècle, il existait deux courants islamistes majeurs. D'un côté, la doctrine des frères musulmans, des islamistes dits modernes, qui cherchaient à mobiliser les masses selon le modèle occidental des partis politiques. Et de l'autre côté, les salafistes, qui eux avaient une vision figée, littérale des textes sacrés, fondée sur l'autorité des oulémas, en particulier saoudiens qui sont des doctorants en loi musulmane. La poussée rouge en Afghanistan pendant la guerre froide. À Kaboul, en 1978, un coup d'État a placé à la tête du pays un gouvernement pro-communiste qui a perdu le soutien de la population en raison de son autoritarisme. Le 24 décembre 1979, l'Union soviétique entre en Afghanistan pour stabiliser le pays et assurer le maintien du régime. C'est en effet un enjeu pour l'URSS, voulant conserver sous son joug les régimes communistes en pleine guerre froide. La révolte des Afghans et le soutien des États-Unis. Soutenu par les États-Unis et les Saoudiens, un mouvement de révolte prend alors forme dans tout le monde musulman. L'URSS doit ainsi se battre non seulement contre des Afghans, mais aussi contre des militants venus d'autres pays, soutenant une guerre sainte contre les envahisseurs soviétiques, c'est ceux que l'on nomme les Moudjahidines. Sous ce nom qui signifie guerrier saint, on retrouve à la fois les militants étrangers venant faire une guerre sainte, mais aussi les Afghans. Washington encourage les oulémas faisant figure d'autorité dans le monde musulman à proclamer un djihad, une guerre sainte, pour défendre leur sol. C'est un moyen de mobiliser face à l'URSS des opposants dans tout le monde musulman et de donner une identité fédératrice au groupe de résistance afghan. Qui sont les Moudjahidines venus de l'étranger? Pour une grande majorité, ce sont des partisans de l'islamisme radical qui sont considérés dans leur pays d'origine comme des extrémistes pouvant déranger l'ordre en place. Les dirigeants laissent donc une vague de Moudjahidines partir en direction de l'Afghanistan. Par exemple, en Égypte, des personnes ayant purgé des peines après l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat en 1981 partent lutter contre l'URSS. C'est le cas d'Ayman al-Zawahiri, le futur idéologue d'Al-Qaïda. Une fois arrivés sur place, les Moudjahidines étrangers sont entraînés dans des camps en Afghanistan ou au Pakistan, et cette réunion de partisans radicaux de l'islam donne naissance à des idées expansionnistes et à des conquêtes islamiques, comme la suite de l'histoire va le laisser entrevoir. Vers une fin du conflit. Les Moudjahidines finissent par gagner contre l'URSS grâce à un soutien massif des États-Unis, qui financent notamment des armes, car ils voient dans ce conflit un moyen d'affaiblir la puissance communiste. Dès les années 1990, la guerre civile fait suite à la lutte contre l'URSS. À partir de la chute du régime pro-soviétique, des dissensions ont commencé à apparaître entre Moudjahidines afghans
et volontaires islamistes étrangers qui entendent désormais faire de l'Afghanistan une base pour l'entraînement à la guerre sainte, le djihad, contre l'Occident et un État respectant la charia. Les groupes terroristes islamiques voulant conquérir le monde musulman et imposer la charia sont alors nés. Quels sont les groupes terroristes islamiques majeurs ? Premièrement, Al-Qaïda. L'organisation est fondée en 1987 par Oussama Ben Laden. Ainsi, l'Afghanistan voit naître une synthèse des deux courants islamistes, qutbistes et salafistes, ce qu'on peut appeler le salafisme djihadiste, qui mêle l'ultra-rigorisme du salafisme et la dimension politique, voire violente, de l'islamisme des frères musulmans. La composition des chefs du groupe terroriste est parlante. À sa tête, Oussama Ben Laden est issu de la mouvance salafiste, tandis que l'idéologue égyptien du groupe, Al-Zawahiri, a été formé dans le courant qutbiste issu des frères musulmans. Ce groupe est financé principalement par des prises d'otages, des braquages, des sociétés écrans ou encore des donateurs. Quels sont leurs modes d'action ? Leurs modes opératoires peuvent être variés: enlèvement, attentats suicides, assassinats, attaques aux véhicules piégés ou encore détournement d'avions. Cette dernière catégorie est particulièrement marquante dans l'histoire, avec les attentats des Tours Jumelles le 11 septembre 2001, classés dans les attentats les plus meurtriers de l'histoire. Ce sont 4 attentats suicides simultanés qui ont provoqué la mort de presque 3000 personnes dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington et à Shanksville, en moins de 2 heures. Ils sont terriblement choquants car utilisant, pour plusieurs d'entre eux, des avions de ligne détournés qui se sont abattus sur des tours en plein cœur de New York. Autre exemple, en France, le 7 janvier 2015, l'attentat à Paris dans les locaux du journal Charlie Hebdo fait 12 victimes et 11 blessés et est revendiqué une semaine plus tard par Al-Qaïda dans une vidéo publiée au Yémen. Mais pourquoi ces attentats sur notre sol ? Un attentat, c'est d'abord pour faire peur et grâce à la réaction du grand public face à cette violence horrible qui a souvent pour victime des civils innocents, les dirigeants des groupes terroristes ont ainsi un moyen de pression sur les gouvernements pour obtenir ce qu'ils veulent, comme par exemple l'arrêt des opérations militaires dans une zone contrôlée par l'organisation terroriste. Le groupe terroriste Al-Qaïda a pour but l'établissement d'un califat dans la civilisation, l'instauration de la charia ou encore la destruction et l'affaiblissement du monde occidental. Leur nombre s'élevait en 2001 entre 500 et 1000 membres actifs, mais l'isolement et l'éparpillement du réseau rend compliqué l'obtention de chiffres précis. Al-Qaïda est aujourd'hui opposée à une organisation djihadiste rivale, le groupe État islamique. Elle garde toutefois des branches très puissantes au Yémen, dans la péninsule arabique, au Maghreb et jusqu'en juillet 2016 en Syrie, sur le front Al-Nosra. Le deuxième groupe terroriste dont nous allons parler est Daesh, ou l'État islamique. C'est la fusion de l'État islamique en Irak, donc les vétérans d'Al-Qaïda, et de 5 autres groupes djihadistes. La guerre civile en Syrie et l'effondrement de l'État irakien suite à l'invasion américaine ont conduit à la coagulation de différentes factions islamistes sous le nom d'État islamique en Irak. Daesh lance au début de l'année 2014 une offensive qui chasse les forces gouvernementales hors des villes clés de l'ouest irakien, tout en combattant simultanément les factions rebelles engagées dans la guerre civile syrienne. L'organisation a ainsi étendu son contrôle sur une grande partie du territoire irakien. En juin 2014, il proclame la fondation d'un califat dirigé par son leader, Abu Bakr al-Baghdadi. Cela se produit quelques semaines après s'être emparé des zones semi-désertiques aux confins de la Syrie et de l'Irak, et surtout des villes de Mossoul et Tikrit les 10 et 11 juin 2014. Leur organisation est financée de façon variée et parfois surprenante. En effet, ils profitent de la contrebande de pétrole et de gaz naturel, des impôts et du racket, de la production de phosphates, de la vente de ciment, des exploitations agricoles, du pillage de banques, du pillage de sites archéologiques, de rançons, de trafic d'êtres humains, de vente d'esclaves ou encore de donations privées. Leurs modes d'action peuvent être très différents, donc ça peut être des attentats suicides, des prises d'otages ou des assassinats. On en a quelques exemples tristement célèbres. Le 14 juillet 2016, à Nice, le jour de la fête nationale, un terroriste de Daesh fonce dans la foule au volant d'un camion sur la promenade des Anglais,
tuant ainsi 86 personnes et en blessant 458. Le 26 juillet 2016, donc quelques jours plus tard, lors d'une messe, 2 islamistes munis d'armes blanches prennent en otage plusieurs personnes dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Le curé de la paroisse, le père Hamel, est égorgé et un paroissien est blessé. Leurs buts sont assez similaires au groupe terroriste d'Al-Qaïda, donc c'est l'établissement d'un califat dans le monde musulman et l'instauration de la charia. Entre 2017 et 2018, on estimait leur nombre entre 3 000 et 30 000. Aujourd'hui, on peut considérer Daesh vaincu dans le sens où le proto-État, qu'il avait réussi à construire au fil de ses conquêtes, c'était une zone qui englobait une partie de l'Irak et une autre de la Syrie, est désormais hors de son contrôle. Donc le gouvernement et l'administration que les terroristes avaient réussi à constituer est dissous. Cependant, il reste un nombre important d'individus qui se réclament de cette mouvance terroriste, comme le prouvent certains attentats commis en son nom. Pour compléter notre reportage, nous vous avons donné la parole. Voici ce que vous pensez du terrorisme. Est-ce que vous pensez être assez informé sur le terrorisme ? Moi je trouve qu'on n'est pas tellement informé. Même à l'école, on nous apprend pas grand-chose sur les terroristes. La seule manière dont on est informé aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a effectivement une attaque. Mais sinon, quand il s'agit du démantèlement de réseaux terroristes ou de leur manière d'opérer, on n'est pas tout à fait au clair avec ça. Je trouve que ça dépend parce que, je pense qu'ils peuvent nous dire un peu ce qu'ils veulent dans les médias. Vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti après les attaques du Bataclan ? Alors j'habitais juste à côté du Bataclan, donc j'ai entendu la fusillade de chez moi. J'habitais au 5e étage, avenue de la République. Et la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de sortir de chez moi pour voir ce qui se passe. Et mon ami me l'a interdit. J'ai une amie qui a perdu son frère dans le théâtre du Bataclan. J'étais en Angleterre, mais j'imagine c'était très peur pour tous les gens. On était petites en vrai, je crois, quand ça s'est passé. Mais je devais avoir peur, quoi. Mais j'étais pas... pareil, du coup. Moi non plus, je m'en rappelle pas trop, mais ouais. Parce qu'on voyait plein d'informations à la télé qui circulaient et tout, du coup, on avait forcément peur. Beaucoup de tristesse pour les malheureux qui étaient présents sur place et pour les membres de la famille. Après, j'ai essayé de continuer ma vie comme tous les jours. L'attentat de Samuel Paty, vous en avez pensé quoi ? Est-ce que vous en avez reparlé après, par exemple à l'école ou avec des proches ? Du coup, nous, on en a parlé avec ma prof d'histoire géo. Par rapport, par exemple, elle était assez choquée. Elle avait du mal à faire son travail au début. Et moi, ça m'a un peu choquée aussi. Et surtout pour la raison pour laquelle c'est. En soi, c'est pas forcément... c'est surtout le corps professeurs qui ont été attaqués. Donc on se sent pas forcément visé, mais quand on voit ce qui se passe et ce que les gens sont capables de faire, c'est sûr qu'on prend peur parce qu'on peut se dire n'importe qui peut te tuer dans la rue, quoi. Est-ce que maintenant, au quotidien, cette menace terroriste, elle vous fait peur ? Est-ce que vous pensez que le plan Vigipirate, par exemple, c'est une solution efficace pour contrer cette menace ? Alors sincèrement, j'ai aucune idée de la manière dont opère le plan Vigipirate. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'islamophobie et le regard qu'on peut avoir sur des gens qui sont innocents. Et ça, je trouve que c'est vraiment stigmatisant pour toute une communauté. En fait, j'ai pas d'opinion sur le plan Vigipirate parce que, si ce n'est que c'est assez désagréable de voir des policiers armés dans la rue. Ah oui, moi j'ai peur dans la rue quand je suis toute seule. Donc nous avons tenté d'expliquer les raisons, les moyens et les buts des groupes terroristes majeurs afin de comprendre pourquoi de tels actes sont commis sur nos territoires. Mais pour conclure, précisons que la majeure partie des victimes du terrorisme sont tuées non pas en France ou en Europe, mais bien dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Irak où de nombreux conflits armés se déroulent entre groupes extrêmes.